Monsieur Godillier, bonjour. Merci infiniment de nous accueillir chez vous Bravo. pour ces entretiens Je des peux pas, assises. je peux pas beaucoup me déplacer, c'est pour ça que Mais écoutez, vous vous êtes déplacé. Bon, on vient auprès de vous avec voilà, voilà. très grand plaisir. Alors, pourquoi venir à la rencontre de l'anthropologue, d'un des plus grands anthropologues contemporains? Tout simplement parce que la préparation de ces assises et la vie en général Oui, oui, m'a convaincu du fait qu'il était absolument nécessaire, si on voulait mieux comprendre les schémas, les pensées, les données sur lesquelles se fonde une société quelconque, en oui, l'occurrence oui, la oui. nôtre, de la comparer, de comparer donc ces pensées, ces données à d'autres, dans d'autres sociétés aussi voisines, différentes et distantes qu'elles peuvent être. Et donc le regard de l'anthropologue me paraissait fondamental. Alors, vous qui avez traversé le monde de part en part, qui avait vécu de façon très prolongée, je crois 7 ans si on met tous les séjours bout à bout chez les Barouillas en Nouvelle-Guinée, pour les observer à distance mais de l'intérieur. Bien sûr. Je voudrais savoir quelle est... Alors j'ai une question qui est a priori simple mais excessivement compliquée. Quelle est votre vision à travers ces différentes cultures du désir d'enfant, du statut de l'enfant, de la notion de parentalité, de parenté? Oui. Euh, Qu'est-ce qu'il est ressorti pour vous de cette confrontation des cultures avec notre culture occidentale? Voilà. On va partir d'un premier plan qui est plutôt simple. C'est que le désir d'enfant n'est pas général, mais l'obligation d'avoir des enfants est générale dans toutes les sociétés. Sauf dans les nôtres où on peut choisir de ne pas en avoir. Mais dans la plupart des sociétés, une femme n'est femme que si elle a des enfants, etc. Donc, premier point. Le deuxième point fondamental, c'est que l'union d'un homme et d'une femme dans la plupart des sociétés, jusqu'à récemment chez nous, n'a rien à voir avec le désir et le désir sexuel. Ce sont des choix qui sont faits par des groupes sociaux qui s'allient et l'alliance, bien sûr, passe par le sexe pour avoir des enfants, une transmission, tout ce que vous voulez. Mais avant tout, c'est un problème de rapport, j'allais dire presque politique entre les groupes, quoi. Bon. C'est très important, hein, c'est très très important. Bon. Maintenant, si vous prenez la parentalité, le fait de devoir avoir ou de désirer avoir des enfants, il y a quand même des fonctions universelles. D'abord, concevoir l'enfant. Alors là, on va y revenir parce que dans beaucoup de sociétés, le sperme ne fait pas l'enfant, ou c'est au contraire le sperme qui fait seul l'enfant, mais jamais seul, parce que, bon, on va revenir. Supposons que l'enfant soit né. Dans toutes les sociétés, vous avez plusieurs fonctions à assumer. D'abord, donner un nom à l'enfant. Sans nom, l'enfant n'existe pas socialement, donc la donation d'un... Bon, qui va donner un nom du côté des paternels, du côté des maternels, etc. Donc vous voyez déjà que la fonction est la même, mais quels sont les groupes de parenté qui vont assumer la fonction, c'est pas le même. C'est ça le relativisme. Deuxièmement, c'est ce qu'on appellerait en anglais le care. Un enfant ne peut pas survivre sans les soins permanents disons d'adultes. En général, ce sont plutôt des parents de cet enfant qui vont assumer, pas tous, mais certains. Mais on est obligé, pour continuer l'espèce humaine, de faire qu'un enfant qui n'est pas autonome, paraît-il, avant 10, 12 ans, et puisse survivre. Donc, la deuxième fonction évidente de la parentalité dans le monde entier, c'est un universo, si on peut dire, pratique, hein, c'est les soins. Les soins, bon. Mais troisième, c'est euh, l'autorité sur l'enfant. C'est pour certains adultes le droit d'exercer une autorité dans des limites. Alors, vous vous rappelez la fonction paternelle à Rome, c'était
de droit de vie et de mort du père sur l'enfant, etc., etc. S'il élevait l'enfant au-dessus de lui, c'était un civis romanus, il devenait un citoyen romain, les femmes n'étant pas citoyennes. Sinon, il était abandonné l'enfant aux domestiques, aux esclaves ou exposé. Bon, donc, droit de vie et de mort, pas dans toutes les sociétés, hein, mais l'autorité quand même. Donc, la responsabilité aussi à la place de l'enfant. Si l'enfant blesse quelqu'un, c'est les parents qui sont punis autant que l'enfant dans beaucoup de sociétés. N'est-ce pas comme chez nous aussi, on est responsable de ce que fait un enfant jusqu'à un certain âge. Donc, et vous avez aussi une fonction qui est dans toutes les sociétés, des adultes, habituellement des parents, vont élever l'enfant, mais c'est-à-dire le former. Hein, c'est le Bildungsprozess, on forme l'enfant, on l'éduque, quoi. Donc si vous prenez les fonctions de la parentalité, associées à un désir ou à une obligation d'enfant, elles sont universelles. Mais ce qui n'est pas universel, c'est quels sont les personnages qui vont assumer ces fonctions. Et ça dépend des structures de parenté. Système patrilinéaire, l'enfant va appartenir au clan du père, mais pas à celui de la mère. L'inverse, si c'est matrilinéaire, l'enfant appartient au clan de la mère, et alors l'autorité, c'est d'abord le frère de la mère, l'oncle maternel. Donc l'oncle maternel prend une fonction qu'on appellerait, nous, de paternité. Mais en fait, c'est un oncle. Donc en fait, vous voyez que la notion de père, de mère, etc., va aussi changer avec les systèmes. Donc, je prends un système comme le système Barouya où je vivais, c'est le même dans sa structure. Alors, vous voyez que chez les Iroquois, n'a rien à voir entre une tribu de Nouvelle-Guinée et une tribu d'Indiens d'Amérique du Nord. Sauf que les Barouyas sont patrilinéaires, les autres sont matrilinéaires, mais une structure de base est la même. Bon. Mais dans ces deux systèmes, le fait structural, c'est que tous les frères de père sont des pères. Toutes les sœurs de mère sont des mères. Donc il n'y a pas d'oncle paternel, il n'y a pas de tante maternelle. Si tout le monde est des pères, tous les enfants de mes pères sont mes frères et sœurs. Si toutes les mères sont mes mères, là, toutes ces femmes, tous leurs enfants sont frères et sœurs. Donc la germanité, ce qu'on appelle des germains, n'a pas le même sens. La paternité, plusieurs pères, plusieurs hommes, maternité, plusieurs femmes, etc. Et toutes ces femmes qui sont mes sœurs sont interdites par l'inceste, par le tabou de l'inceste. Donc déjà, dans cette société-là, que je viens de vous décrire abstraitement, je ne peux me marier qu'au-delà de ces femmes. Donc déjà, la société se présente pour moi, dans toute société, comme femme épousable, femme inépousable, par le tabou de l'inceste. Mais bon, si je suis en Inde, en plus du tabou de l'inceste, la caste. Je ne peux pas me marier hors caste, etc. C'est terrible sinon. Donc, bien, si je suis juif, je vais me marier avec une juive, de préférence, etc., etc. Donc, il y a toute une série de balises. Et le désir, si on a un désir pour l'autre, d'amour ou de sexuel, il est cadenassé par des rapports sociaux. Donc nous, anthropologues, on voit ça. Donc vous voyez un peu déjà le problème. Parentalité, les fonctions sont universelles. Maintenant, qui assume les fonctions, c'est relatif, selon la structure du système et la nature du principe d'appropriation des enfants, c'est-à-dire le principe qu'on appelle de descendance. De qui je vais porter le nom et qui va me donner un nom. Donc ça, c'est fondamental. Maintenant, ce que les gens ne savent pas, si vous voulez, ils le savent, mais bon, ils ne le théorisent pas, c'est pas leur boulot. C'est que quand j'ai comparé dans Métamorphose de la parenté, ce livre-là, 182 sociétés, j'ai été quand même frappé de voir que j'ai pris un échantillon de 13 sociétés à peu près, d'Afrique, d'Asie, d'Europe, etc. Et je me suis aperçu, si vous voulez, que nulle part
un homme et une femme ne suffisent à faire un enfant. Et ça, les gens ne se rendent pas compte. Pourquoi? Parce que on vit dans un monde où déjà la science a donné une interprétation du corps, de la procréation, les gamètes, etc., etc. Dans une société patrilinéaire, souvent, seul le sperme fait l'enfant. Mais pas, il ne suffit pas. Donc la femme est un sac dans lequel l'homme dépose son sperme. Mais le sperme ne suffit pas. Par exemple, chez les Baroya, il va fabriquer un fœtus. Et il va manquer à ce fœtus le nez, les doigts des mains et des pieds, très important pour des chasseurs, etc. Et c'est le soleil qui va finir. Bon. Si vous voulez, dans d'autres sociétés matrilinéaires comme les Trobriand ou les Malinowski, c'est le sang menstruel qui va se coaguler et le sperme va nourrir le fœtus, mais ne pas fabriquer le fœtus. Donc, alors qu'est-ce qui va faire que l'enfant va prendre forme et naître? C'est un ancêtre qui se réincarne, qui quitte le séjour des morts et qui vient sous forme d'un esprit pénétrer dans le corps d'une femme du même clan, et le mélange spirituel et du sang menstruel, j'allais dire, va fabriquer l'enfant. Donc, allons plus loin. Les rapports sexuels, on ne les nie pas, bien qu'on dit que dans certaines circonstances, une femme a été imprégnée par un ange ou la naissance d'un chef est exceptionnelle. Il n'y a pas eu de copulation, mais pourtant cette femme... Mais c'est un être d'exception qui apparaît au monde, qui va devenir le chef de la tribu, passant là-dessus. Donc c'est comme la naissance de Jésus, quoi. Sainte Anne avait accouché de la Vierge Marie sans lui transmettre le péché originel, puisqu'il fallait que le corps de Marie soit pur pour recevoir un Dieu, n'est-ce pas? Bon. Donc vous voyez ce que c'est que l'Immaculée Conception. Bon. Immaculée, macula sans tache. Macula sans la tache originelle, c'est-à-dire le péché d'Adam et Ève. Bon. Ce que vous voyez déjà, c'est que dans les représentations, je dis populaires, il ne faut pas penser à la science. Un homme et une femme ne suffisent jamais à faire un enfant. Et il y a toujours un élément spirituel, métaphysique, on dirait, pour parler comme un philosophe. Soit c'est chez les Baroya le soleil qui finit le fœtus, donc lui donne les doigts, etc. Donc il faut être trois, un homme, une femme et un dieu, le dieu soleil. Même là, ça ne suffit pas, parce que c'est pas le soleil qui donne le nom. Et avec le nom donné à un bébé au bout d'un an, c'est un ancêtre qui se réincarne avec son nom. C'est la transmission d'un nom tous les 2 générations, du grand-père au petit-fils, de la grande-tante à la petite nièce, etc. Avec le nom qui se reproduit de génération en génération, alterne, eh bien c'est aussi l'identité des ancêtres qui pénètre en vous. Donc la présentation du corps n'a rien à voir avec l'Occident moderne, scientifique. C'est une représentation imaginaire et investie d'enjeux politiques. À qui appartiendra l'enfant? Faut bien, disons les choses en termes simples. À qui va appartenir l'enfant qui naît d'une union? Aux côtés de la mère? Aux côtés du père? Est-ce qu'il va appartenir aux deux, mais qu'est-ce qu'il va hériter des deux? Donc il y a des enjeux politiques, économiques, de transmission et métaphysiques aussi, il faut dire les choses. J'ai constaté un deuxième invariant qui est très important. Non seulement pour faire naître un enfant, il faut être plus qu'un homme et une femme, parce que Dieu intervient, ou les dieux interviennent. Ok. Donc il y a une dimension fondamentale, spirituelle, etc.
imaginaires, hein, parce que c'est pas de la science dont je parle, c'est des univers imaginaires concernant l'être humain, c'est de l'ethnobiologie imaginaire, quoi. Hein, Oui. bon. Mais surtout, ce qui est très important, c'est que il y a un deuxième invariant, c'est que la naissance d'un enfant et la mort d'une personne sont toujours associées. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'à partir de cet élément imaginaire que on a un esprit, une âme, ça dépend de la façon d'en parler. Il faut penser, il faut partir de la mort pour revenir vers la naissance. Dans toutes les sociétés, il y a un invariant, et dans toutes les religions, qui est commun à toutes les religions. Les théologiens ne vont pas aimer, mais la mort, dans toutes les sociétés, depuis l'Antiquité, dans toutes les religions monothéistes et polythéistes, la mort n'est pas la fin de la vie. Et vous allez voir comment c'est important. À la mort, il reste un cadavre. Mais du cadavre sort, pour une autre vie, une âme ou plusieurs âmes. Si vous êtes bouddhiste, il y a un esprit qui va se réincarner dans la roue des renaissances, etc. Donc, si vous voulez, la mort est considérée non pas comme la fin de la vie, mais le début d'une autre vie. C'est la continuation de la vie sous une autre forme, partout. Logiquement, donc, c'est une disjonction. C'est la disjonction de quelque chose d'immatériel qui parfois apparaît, les fantômes et tout ça, dans la pensée populaire. Et disjonction, et donc s'il y a disjonction, la naissance est une conjonction. Et donc, un homme et une femme se conjoignent, mais ça ne suffit pas. Parce que l'âme n'est pas produite par le sperme. La naissance n'est pas considérée comme seulement le produit donc d'un homme et d'une femme qui font l'amour. Il y a toujours dans les sociétés une vision que des entités invisibles participent à la fabrication des humains, quoi. Et est-ce qu'il y a des cultures complètement athées, Non, sans ça n'existe intervention? pas. Ça n'existe pas. Il faut prendre les choses, parce que les gens sont engagés dans toutes ces pensées. Ils ne les remettent pas en question quand même. C'est leur cadre de vie, c'est leur cadre de conduite. Donc, ils n'ont pas... L'anthropologue peut montrer aux politiques, etc., aux psy aussi, que la perception du corps, de la vie, de la mort, tout ça, non seulement sont différentes, mais en même temps, il y a des invariants qui réunissent au-delà des différences beaucoup de peuples et beaucoup de cultures, vous voyez. Oui. Et c'est des choses profondes. Les philosophes parlent à partir d'abstractions, mais les anthropologues rencontrent des abstractions qui sont vécues tous les jours et qui modèlent la vie, et modèlent même des institutions, les mosquées, les églises, les fonds baptismaux, etc. Et donc tout ce cadre de la vie, on peut dire de l'imaginaire transformé en rapports sociaux, en réalité matérielle, ce qui fait que pour les gens, c'est leur cadre de vie, de naissance et de développement, donc ce sont des évidences. Donc vous voyez un peu comment l'individu est représenté, comment il est vécu dans différentes sociétés, et il faut descendre assez bas, assez profond pour voir des opérateurs de ce niveau, vous voyez. Qui structure. Il y a une chose qui est très importante, que j'ai oubliée. En travaillant sur toutes ces sociétés, et pour mon expérience de terrain, il y a dans la représentation aussi bien des politiques que des gens, l'idée que la famille, c'est le fondement de la société.
Les anthropologues avaient écarté cette idée pour les sociétés de classe, mais ils l'avaient gardée pour les sociétés dites primitives. J'ai vécu des années dans une société dite primitive et j'ai constaté que c'était faux. J'ai dû abandonner un principe fondamental et je me suis aperçu que nulle part la parenté n'est le fondement de la société. La parenté et les familles dont on parle tout le temps, c'est fondamental pour la naissance, l'identité, la première construction de l'identité des individus. Ensuite, ils deviennent des grands guerriers, des petits ou n'importe quoi. La vie continue dans la société et pas dans la famille tout le temps. Bien que les liens avec la famille vont continuer, plus ou moins, mais bon. Qu'est-ce qu'il en est de la transmission mémorielle et qu'est-ce qu'il en est pour vous de la gestation pour autrui? Les techniques modernes, la biologie moderne fournit des solutions à des problèmes. Avant, il n'y avait pas de solution possible. Il y avait l'adoption. Hein. Bon, il y a 28 000 demandes d'adoption par an en France. Il y a moins de 8 000 satisfactions. Donc il y a des milliers de couples qui désirent des enfants, qui ne peuvent pas en avoir. Par ailleurs, il y a une restriction à l'adoption. Beaucoup de pays n'acceptent plus que l'adoption internationale, que des gens viennent chercher des enfants chez eux, où on s'est aperçu que certains pays permettaient que des enfants mal formés ou etc. partent chez les étrangers, chez les Européens. Donc c'est un gros problème. Hein. Oui. Comment adopter pour ceux qui veulent adopter, pour ceux qui ne peuvent pas adopter, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, Madame Agajeski m'avait attaqué dans le Figaro en disant que j'étais pour la mercantilisation des utérus ou la marchandisation des ventres. C'est pas mon cas, c'est pas ça. On n'est pas en Ukraine, on n'est pas en Inde où une femme va porter un enfant pour les Blancs, ça lui fait un peu d'argent, c'est son 13e, etc. On est dans une démocratie, donc il faut que l'affaire soit débattue démocratiquement, politiquement, fixer juridiquement les limites, etc. Mais on ne pourra pas éviter que ça se fasse. Ça doit être contrôlé, ça doit être institutionnalisé, etc. Mais si, l'éliminer est impossible parce que les gens cherchent avec les technologies modernes à résoudre leurs problèmes, quoi. Donc ils se condamnent à la clandestinité pendant un certain temps. Donc je suis plutôt pour dans ces conditions. Je suis plutôt pour. En même temps, si vous voulez, dans tous ces débats, il y a quelque chose qui est apparu assez clairement, c'est que il faut donner à l'enfant de la clarté sur ses origines, ce qui est une grande responsabilité pour des adultes et tout ça. C'est difficile à tenir un discours qui ne blesse pas l'enfant, etc. Mais ça, c'est la charge qu'on a quand on rentre dans cette nouveauté, quoi. Oui. Monsieur Godelier, merci infiniment de nous avoir éclairés, de nous avoir donné votre regard qui est fondamental, Oui. et de nous avoir accueillis si agréablement chez vous.